Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on s'attaque à un personnage pour le moins atypique, un de ces joueurs que nous ne sommes pas prêts de revoir de sitôt en NBA. Si vous trouvez que Ron Artest ou encore Dennis Rodman sont fous, attendez de voir notre homme du jour, il pourrait bien vous faire changer d'avis. Aujourd'hui, on va évoquer un joueur tout bonnement iconique, Brian Williams, aka Bison Dele. Merci à Alvin pour son texte et pour ses recherches. Brian Carson Williams est né le 6 avril 1969 à Fresno, en Californie. Il est le deuxième et dernier enfant de sa famille derrière son grand frère, Kevin. Les deux frangins ne s'entendent pas vraiment mais se ressemblent énormément, notamment au niveau des attributs physiques. Malheureusement, Kevin est asthmatique, ce qui l'empêchera d'envisager une carrière sportive de haut niveau. Néanmoins, retenez bien son nom, il se pourrait bien que l'on reparle de lui plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, dans la famille, les projecteurs n'étaient jamais loin. Eugene, le patriarche, était l'un des chanteurs du groupe The Platters, connu notamment pour le titre Only You, sorti en 1968. Mais même si la musique c'est très cool et que les Platters c'est légendaire, ce n'est pas pour ça que vous avez cliqué, donc revenons-en au sport. Brian, avec ses qualités athlétiques de fou furieux, se dirigeait au départ vers un avenir de sprinter. Cependant, une poussée de croissance drastique qui survint au lycée, lui faisant atteindre les 2,06 m, le pousse à se tourner vers le basket. Directement placé au poste de pivot, il domine. Là, c'est même un peu la folie pour lui. Il se fait d'abord remarquer à la Santa Monica High School, où plus tard son maillot sera retiré, puis à la Bishop Gorman High School. Lors de son année senior, il poste une ligne de stats digne d'un mammouth. 17,3 points, 12,7 rebonds et 9,1 contre en moyenne par match sur la saison. Vous le voyez le Golgoth un peu? Ces énormes performances lui ouvrent le chemin de la NCAA, où il s'engage pour la saison 1987-1988 avec l'université de Maryland. Mais alors que son avenir vers la NBA semblait déjà tout tracé, Williams subit quelques difficultés lors de sa saison freshman. Son fort caractère le pousse à s'embrouiller bien trop régulièrement avec son coach. Résultat, après une seule saison passée dans le Maryland, il change de fac, direction l'Arizona, à l'autre bout du pays. Là-bas, il y fera une première saison redshirt à cause des restrictions liées à son transfert, mais ce n'est pas grave, il apprend. Au lieu de perdre une année, il continue de progresser, allant même jusqu'à faire partie de la First Team All Pac-10 en 1991 pour sa saison junior. Se sentant prêt, Brian s'inscrit ensuite à la draft, et il a raison, le Magic jette son dévolu sur lui très tôt avec le 10e pick. Brian Williams, notre champion du jour, était donc prêt à faire ses grands débuts dans la grande ligue. À peine drafté, il s'achète un logement, comme beaucoup le font. Mais contrairement à ses coéquipiers qui baignent dans le luxe, Brian préfère se tourner vers un appartement modeste, bien loin de la station balnéaire d'Isleworth où beaucoup de ses coéquipiers vivaient dans de grandes villas. De toute façon, depuis le début de sa vie, le pivot est un peu à part niveau personnalité et il se fait bien souvent remarquer dans la vie de tous les jours. Dwight Manley, son agent, en parle. Quand je l'ai rencontré à New York après les MTV Awards, on aurait dit une espèce de rocker. Il portait des vêtements et des lunettes funky, très avant-gardistes et très excentriques. Et oui, il avait beau être modeste, il était pas forcément discret, le Brian Williams. Mais revenons au terrain où il évoluait en tant que pivot backup pour sa campagne rookie, et sa première saison en Floride fut plutôt intéressante. 9,1 points et 5,6 rebonds de moyenne, c'est une bonne contribution pour des débuts. Cela n'empêche cependant pas la franchise de Mickey de finir avec le pire bilan de l'Est. 21 victoires pour 61 défaites, ne le cachons pas, c'est assez laid. Mais on le sait, en NBA, les cartes peuvent vite être redistribuées. Ce bilan pitoyable permet alors au Magic d'obtenir le first pick lors de la draft 1992. Et là, qui est-ce qu'il sélectionne? Shaquille O'Neal, rien que ça. Les dirigeants d'Orlando sont alors aux anges, mais Brian Williams un peu moins. Avec l'arrivée du Shaq dans l'effectif, son temps de jeu baisse significativement, tout comme ses moyennes. Il ne score plus que 4,6 points lors de sa saison sophomore, pendant qu'au même poste, le jeune Shaq explose tous les compteurs. Mais le pire est à venir car cela touche maintenant le côté personnel. Cette année-là, Brian est diagnostiqué dépressif chronique après une tentative de suicide. Ouais, le mec a bel et bien voulu en finir en fonçant tout droit dans un poteau électrique avec sa vieille bagnole, mais ça n'a pas suffi, heureusement. Sa mère avoua même quelques années plus tard qu'il était déjà passé à un poil d'une overdose de somnifères lors d'une phase de dépression. Puis comme si cela ne suffisait pas, Brian Williams connaissait d'autres soucis de santé. Régulièrement victime de malaise incontrôlé, il perd connaissance en plein match lors de la Summer League de sa saison sophomore. Tout ça c'est embêtant, mais peu importe, le joueur reste insensible à tout ça, continuant à se pointer aux entraînements sans sembler se préoccuper réellement de lui ou de sa carrière professionnelle. Il était le genre de gars qui vous regardait dans les yeux, mais qui regardait aussi à travers vous. Il était très difficile à atteindre. En tout cas, avec l'arrivée d'O'Neal, Orlando ne compte plus vraiment sur son joueur, et lors de l'intersaison, un transfert est acté. Direction Denver pour Williams en échange de Todd Lichty, d'Anthony Cook et d'un second tour de draft. Vous le voyez vous-même avec cette contrepartie, sa valeur n'était pas bien folle. Ensuite, en 2 saisons dans le Colorado, pas grand chose à signaler, une petite vingtaine de minutes par match et des stats peu ronflantes. Son plus gros fait d'armes, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est son rôle dans l'upset des Nuggets sur les Sonics en 1994. En tant que doublure de Mutombo, le pivot fut excellent. Malheureusement, il ne confirma
absolument pas la saison d'après. Brian Williams est donc à nouveau transféré, cette fois-ci vers les Clippers, en échange d'Elmore Spencer. Dans la Cité des Anges, c'est un peu la révélation. Il montre enfin de vrais signes de progression, avec une première saison à 15,8 points et 7,6 rebonds de moyenne. Ça commence à être sérieux. Mais bon, encore une fois, il fait des stats dans une team de bas de tableau, située purement et simplement dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Peu importe, alors qu'il devient free agent, Brian peut potentiellement espérer un bon petit contrat au vu des chiffres qu'il vient de livrer. Sauf que le gars s'enflamme, il est bien trop gourmand et ne trouve aucun deal qui lui convient. Les Clippers sont pourtant prêts à le re-signer, mais pas moyen. Williams veut le pactole et se retrouve alors sans contrat. Bien joué gros. Mais le mieux, c'est qu'au lieu de revoir ses ambitions à la baisse pour revenir en NBA ensuite, il s'éclate, au premier sens du terme, en parachute. Il aggrave alors une blessure au genou qui le gênait depuis 2 ans et se retrouve dans l'impossibilité de jouer pendant de longs mois. Mais lui, ça va en fait, il en rigole. Juste sauter en parachute, comme George Bush. Mais en avril, alors que les playoffs approchent, une offre arrive sur la table, et pas de la part de n'importe quelle équipe, de la part des Chicago Bulls, 4 fois champions sur les 10 dernières années, ça pèse. À 9 matchs de la fin de la saison régulière, le pivot signe le deal et débarque ainsi dans l'équipe de Michael Jordan, Phil Jackson et compagnie. Là, le mec est motivé comme jamais. En sortie de banc, il donne tout et se voit peu à peu attribuer un temps de jeu similaire à celui du pivot titulaire, Luke Longley. C'est comme ça qu'il dispute chacun des 19 matchs de playoffs des Bulls, participant donc pleinement au gain du titre face au Jazz en 6 matchs en 1997. Quel retournement de situation! Cela représente tellement de choses pour moi. Je ne pourrai jamais assez remercier les Bulls pour leur accueil. Les coachs, les joueurs, tout le staff. Je remercie tout le monde du plus profond de mon cœur. Tout ça c'est beau, émouvant presque, mais les vieux démons ressurgissent vite. De nouveau free agent, notre champion NBA réclame encore une fois un énorme contrat, mais devinez quoi, cette fois-ci ça fonctionne. Les Pistons lui offrent 45 millions sur 7 ans, soit le contrat le plus juteux de toute l'histoire de la franchise à l'époque. Ouais, Brian Williams, champion NBA, mais aussi du saut en parachute, joueur le mieux payé de l'histoire des Pistons, vous imaginez le cirque? Après, à la décharge des dirigeants de Détroit, il est vrai que grâce à sa mobilité et ses qualités athlétiques, le pivot était assez unique en son genre. La plupart des coachs qui croisaient son chemin hallucinaient, bien souvent en voyant un mec de ce gabarit si à l'aise, si agile. En vrai, de toute façon, vous l'avez compris, le problème principal de Brian Williams ne se situait absolument pas sur les parquets, mais plutôt en dehors. Pour lui, le basket est avant tout une source de revenus, pas une réelle passion. Ses centres d'intérêt sont bien trop nombreux et variés pour l'imaginer mener une carrière sérieuse en NBA sur le long terme. Pourtant, dans le Michigan, sa première saison est à la hauteur des attentes. En compilant 16 points et 9 rebonds de moyenne, il réalise sa meilleure campagne statistique en carrière. Depuis son titre, avec son jeu atypique et son profil attachant, Williams est un peu devenu la coqueluche de beaucoup de fans en fait. Touché par la hype, le gars a même une histoire avec Madonna à l'époque. Le champion NBA 1997 devient alors un vrai people. Le souci, c'est que son caractère devient de plus en plus difficile à gérer. À Détroit, il ne s'entend pas avec ses coachs ou ses coéquipiers, et surtout il n'en fait qu'à sa tête. En même temps, il aurait pu s'en douter qu'aller s'entraîner au lancer franc plutôt que d'écouter les consignes lors d'un temps mort en plein match, ce serait mal vu. Ce n'est un secret pour personne. Brian avait des problèmes psychologiques. Pour gérer ces problèmes, il a développé une sorte de complexe de supériorité. Il voulait être en charge de tout, être le maître de son domaine en somme. Forcément, dans cette atmosphère compliquée, sa deuxième saison est moins réussie que sa première, et ses chiffres chutent de façon vertigineuse. Mais le pire encore une fois n'a pas lieu sur le terrain. Brian Williams est juste en train de péter les plombs. Lors d'un road trip avec ses coéquipiers, il tente d'ouvrir la sortie de secours de l'avion en plein vol. On était là. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Puis les gens se sont levés et l'ont attrapé pour qu'il s'arrête. Il a dit qu'il voulait juste voir quelque chose à l'extérieur. C'était Brian, quoi. Toujours en train de faire des trucs dingues. Avec du recul, son acte est d'autant plus incompréhensible vu que l'aviation représentait un domaine qu'il maîtrisait. Oui, Williams avait obtenu sa licence de pilote lorsqu'il jouait à Orlando. Sauf qu'au vu de ce que raconte sa mère, il fallait avoir le cœur bien accroché pour monter à bord avec lui. Il aimait toujours jouer avec la gravité. Il soulevait le nez de l'avion jusqu'à ce que le moteur cale. Il aurait pu mourir tant de fois. Vous pouvez vérifier auprès de n'importe qui ayant volé avec lui. Était-ce la rupture récente avec Madonna qui l'avait définitivement fait vriller? Impossible à savoir, mais histoire d'enfoncer le clou encore, Brian Williams décide de changer de nom. Désormais on l'appellera Bison Délé, afin de rendre hommage à ses origines Cherokee et à ses ancêtres réduits en esclavage. Pourquoi pas, Sauf qu'au bout d'un moment, les membres du front office des Pistons n'en peuvent plus de toutes ces frasques. C'est bien d'un basketteur qu'ils veulent, pas d'un clown aviateur Cherokee. Voilà pourquoi ils commencent à réfléchir à un transfert, et ça ne plaît pas à monsieur Bison Délé, qui ni une ni deux prend sa retraite de basketteur, faisant une croix sur 36 millions de dollars. Plus imprévisible que lui, tu meurs. En tout cas, maintenant qu'il a mis la balle orange derrière lui, l'ancien pivot affirme vouloir parcourir le monde afin de découvrir le sens de la vie. Ça semble un peu mystique son histoire, mais encore une fois, pourquoi pas? Il voulait explorer le monde. Pour lui, le basket, la NBA, ce n'était pas ça le vrai monde. C'était un moyen pour lui d'accumuler de l'argent pour pouvoir ensuite faire des choses qu'il voulait vraiment faire.
Lors de cette deuxième vie, Bison Dele est enfin lui-même de ce qu'il dit. Alors qu'il passait pour un joueur complètement taré en NBA lorsqu'il parlait de son attirance pour le karting ou partait en Espagne à Pampelune s'amuser avec les taureaux, il peut désormais s'adonner à toutes ses passions sans jamais être jugé. L'Europe de toute façon c'était sa destination favorite. Alors qu'il était encore joueur, il lui arrivait parfois de sélectionner un endroit au pif sur le vieux continent pour y débarquer juste avec un sac à dos et de l'argent de poche, en mode baroudeur. Mais tout ça, même si ça peut déjà paraître surprenant, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'il a fait ensuite. Alors après le bras d'honneur qu'il a fait aux Pistons, Bison Dele apprend la trompette, le saxophone et s'exile au Liban. Là-bas il joue de la musique, bien sûr, visite un max de musées puis prend la direction de l'Australie. C'est d'ailleurs en Océanie que germe son nouvel objectif, devenir capitaine d'un navire. Pour ça, quoi de mieux que Tahiti? En voilà un qui s'amuse avec les millions qu'il a amassés dans la Grande Ligue. L'ancien NBAer fait donc l'acquisition d'un catamaran qu'il nomme délicieusement le Hakuna Matata. Et oui, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, ou pas. Mais peu importe, avant de partir pour la croisière de sa vie sur le Hakuna Matata, il lui faut un équipage. Il embauche un skipper rencontré sur place, Bertrand Saido, et se remet pour l'occasion avec son ex Serena Carlan, ex-manageuse de Prince. Afin d'être au complet, il invite également son frère Kevin, vous vous rappelez, l'asthmatique, qui les rejoint juste avant de partir. Notons que lui aussi a changé de nom et qu'il se fait désormais appeler Miles Dabord. Visiblement, les changements d'identité, c'est de famille. Sauf que c'est bon, allez, ils font bien ce qu'ils veulent avec leur nom, donc revenons à nos moutons. Et comme d'hab, Dele a les yeux plus gros que le ventre. Il veut s'embarquer pour un tour du monde avec son voilier. Saido, le skipper, le raisonne et lui fait comprendre que commencer par faire le tour de l'île de Tahiti pourrait déjà représenter un bon début. C'est donc le 6 juillet 2002 que cette sympathique petite bande prend la mer pour son excursion. Mais là, évidemment, comme toujours, avec Bison Dele, les choses se compliquent. Lors des 2 jours après le départ, 3 appels téléphoniques en provenance du bateau sont enregistrés, mais à partir du 9 juillet, plus rien. La veille, soit le 8 juillet, le bateau avait été aperçu dans le port de Moorea, à proximité de Papeete, mais à bord, il n'y avait plus que Miles Dabord. Selon plusieurs témoins, celui-ci aurait passé toute la semaine sur place en compagnie de sa petite amie, Erika Weasley, qui l'aurait rejoint. Il aurait d'ailleurs expliqué à cette dernière que Bison et Serena seraient sur une autre île, tandis que Bertrand, le skipper, serait dans les parages avec des amis. Chelou son bail quand même, surtout qu'à partir de ce jour, plus personne n'a eu de nouvelles des 3 autres. Le frangin, lui, par contre, a encore été aperçu plus tard, à bord du catamaran au sud de Tahiti. Sauf que pour ne pas se faire griller, le grand malin a rapidement modifié le nom Hakuna Matata en Aria Bella. Le truc était très mal fait, semblait flag, mais c'est passé, enfin plus ou moins. Il n'en fallait pas moins pour que la police sente le coup fourré et mette le nez dans cette histoire. Sauf que désormais, Dabord devenait introuvable. Le pire est alors envisagé. Nous pensons que les corps de ces 3 personnes sont au fond de l'océan et ne seront probablement jamais retrouvés. Ouais, on s'en doutait que la fin serait funeste, sauf que le 5 septembre, surprise. Un homme, affirmant être Brian Williams, ou Bison Dele si vous préférez, appelle une boutique spécialisée dans l'or à Phoenix. Il souhaite en acheter pour 152 kilos, pas moins que ça. Pour prouver son identité, l'acheteur possède le passeport, une carte bleue et un chéquier au nom de Bison. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il réglera la transaction. Au départ, tout semble se dérouler sans accroc, mais le banquier qui réceptionne le chèque tout à coup est pris de doute. Il appelle alors le conseiller financier de Bison qui décide d'enquêter sur l'affaire. Ce dernier téléphone ensuite à son client grâce au numéro inscrit sur le mandat. Il tombe sur la messagerie directe. Salut, c'est Bison, laissez un message. A priori, tout paraît normal, sauf qu'à nouveau, il y a un problème. La voix n'est pas bonne, ce n'est clairement pas Bison Dele qui parle. Le conseiller financier se rend compte de la supercherie, bloque le chèque immédiatement et prévient le vendeur d'or de Phoenix. Il faut attraper cet usurpateur. La police est bien entendu sur le coup et un guet-apens est tendu. Quand Miles Dabord retourne chercher son or, parce que oui, vous vous en doutiez, c'est de lui qu'il s'agissait, il est immédiatement arrêté, mais il ne va pas se rendre comme ça. Au flic, il explique que lui, c'est juste le coursier et que la transaction a bel et bien été faite par son frère. Bien sûr, à d'autres mon gars. Le souci, c'est que même si tout le monde est persuadé de la culpabilité de Dabord, il n'y a aucun aveu, aucune preuve, ni même aucun témoin pour affirmer que ce qu'il raconte est faux. Le grand frère, sous le coup de la présomption d'innocence, est donc relâché, mais discrètement, le FBI se met à mener sa propre enquête. On apprend alors que Dabord, après cette histoire, a vite fui dans l'Arizona pour rejoindre sa compagne. Se croyant tiré d'affaire, il lui raconte tout ce qui s'est passé 2 mois plus tôt. Selon sa propre version, une bagarre aurait éclaté sur le voilier entre les 2 frères. Serena, la compagne de Bison, se serait interposée entre les 2 colosses, sans succès. Dans le feu de l'action, elle aurait été projetée contre une paroi avant de mourir sur le coup. Là, c'est panique à bord, c'est le cas de le dire. Bertrand décide de rentrer au port afin de signaler le décès, mais Dele ne veut pas, il assomme le skipper et le tue. Miles prend alors très peur et ne sait plus quoi faire, mais il trouve vite une idée. Et oui, à ce moment-là, tuer son frère lui semble représenter la meilleure solution. Bizarre comme façon de réfléchir, non? Il l'assassine donc par
par balle avant de lester les corps et de les jeter à l'eau avant d'essayer de profiter comme il se doit de la fortune de Bison. Ouais, un peu tarabiscoté comme récit, non? D'ailleurs, il s'en doutait un peu que personne n'allait croire son histoire, car peu après, il laisse un message à sa mère, affirmant qu'il est au bord du suicide. Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait ce qu'ils disent. Personne ne va me croire. Je t'aime, maman. Je suis désolé. Au revoir. Le 11 septembre suivant, le Hakuna Matata est retrouvé par la police de Tahiti. Sur sa coque, du sang et des impacts de balles, preuve qu'un règlement de compte a pris place sur ce navire. Quelques jours plus tard, c'est Dabor qui est retrouvé, à Tijuana lui. Il est inconscient, en pleine overdose d'insuline. Transporté d'urgence dans un hôpital californien, il y passe 2 semaines, dans un coma artificiel. Les médecins tentent tout pour le sauver, mais c'est désespéré. Ils décident donc de le débrancher et c'en est fini pour Miles Dabor et les secrets inavouables ayant pris place sur ce Hakuna Matata au destin bien sombre malgré son nom. A priori, entre Dabor décédé d'une overdose et les 3 autres dans les fonds marins, plus aucun témoin ne pourra raconter la vérité, et l'on peut comprendre que ce soit bien compliqué pour Patricia Phillips, la mère. Mes garçons sont partis, et aucun d'eux ne pourra jamais me dire ce qui s'est passé. Rien ne pourra jamais expliquer ce qui s'est passé dans leur tête. C'est pourtant tout ce que je veux savoir. Bison avait toujours l'impression de ne pas être suffisamment apprécié ou aimé. Je suis sûr que cela a eu son importance sur le bateau, mais je ne peux pas rejeter la responsabilité sur qui que ce soit, pas avant de savoir ce qui s'est passé. En 2014, pour célébrer les 20 ans de l'upset retentissant des Nuggets face aux Sonics, les joueurs de l'équipe furent invités sur le terrain, à la mi-temps d'un match à Denver. Dikembe Mutombo a pris la parole dans le but de rendre un bel hommage à son ex-partenaire, Bison Dele. Brian Williams était un grand coéquipier et un membre de notre famille. Il nous manque. Son âme et son esprit resteront avec nous. Et c'est ainsi que se termine la folle histoire de notre héros du jour. Fils de star, puis basketteur professionnel, il n'aura finalement jamais semblé aussi épanoui que lorsqu'il n'était plus sous le feu des projecteurs. Quoi que l'on en dise ou que l'on pense de son comportement, le champion NBA était complètement paradoxal. D'un côté, il paraissait vouloir rejeter en bloc les paillettes et les strass, mais d'un autre, il fréquentait Madonna. Elle est où la logique? Dele était quoi qu'il en soit un épicurien qui a toujours préféré se satisfaire des choses simples plutôt que de vivre dans l'opulence véhiculée par le showbiz. Philosophie Hakuna Matata, quoi. Et concluons par une citation de Jules Verne qui semble complètement appropriée. Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pourrait ni enrayer ni modifier leur marche. C'est un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir. Brian Williams avait choisi sa voie, et dans sa vie complètement barrée faite de montagnes russes infinies, il a tracé son propre chemin, celui qui, selon lui, le rendrait heureux, avant de mourir dans l'indifférence générale. Repose en paix, Bison. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.